L'Icomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Micro-ondes, le podcast de l'Icomtech, l'Institut de la communication et des technologies numériques. Je suis Thibaut Récalde et je suis en compagnie de Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut. Et nous allons tout de suite vous livrer le menu du jour, le menu de ce podcast, avant de commencer par les premières chroniques. Donc par quoi commencerons-nous, Lynn ? Eh ben Thibaut, tu vas commencer avec ton grain de sel. Tu l'auras glissé dans les nouveaux rapports entre projets internes. Ensuite, nous aborderons l'info bouillante, c'est-à-dire ce qui se passe à l'Icomtech, les informations récentes. Nous enchaînerons tout de suite avec un premier reportage concernant le week-end d'intégration donc organisé par le BIDUP, le Bureau des étudiants, les week-ends du 8 et 9 octobre. Et tu enchaîneras, Lynn, sur les infos pressées, une revue de presse concernant les deux sujets fondateurs de l'Icomtech, à savoir l'intelligence économique et la communication. Alors ensuite, on va cuisiner Monsieur Marcon lors du plat du jour. Alors plein d'informations sur l'Institut et sur lui-même. Et puis nous nous mettrons à table avec le projet Pro Empreinte qui nous présentera un peu sa direction pour l'année. Et derrière ce reportage, Lynn, tu nous livreras un peu de culture à emporter avec Jonathan Atoum et sa vision des deux films adaptés de La Guerre des Boutons, sortis récemment au cinéma, avant d'aborder tout ce qui se mijote à Poitiers, donc l'actualité de notre très chère ville. Alors Thibaut, parle-nous un peu de ton grain de sel. Cette semaine, j'ai mis mon grain de sel dans les relations entre projets internes, comme tu disais. L'année 2011 a clairement changé la donne. Si certaines mauvaises langues osaient parler de guerre, avec des guillemets, celle-ci a changé. On va rester sur cette métaphore et peindre le conflit tel que j'ai pu l'observer en 2010. Seul protagoniste à ce moment-là, la junior entreprise d'un côté et le service de communication de l'autre. Présentation le mercredi de la rentrée devant un amphi bondé, campagne de recrutement active les jours suivants, envoi de mail aux postulants, bref, le vendredi qui suivait, chaque armée était constituée. Vint alors au cours de l'année l'alternance des réunions et autres exposés, chacun usant d'arguments de plus en plus percutants. Et audiovisuels. La bataille s'est faite à coups de vidéos interposées pour le plaisir des yeux des observateurs. Mais en cette année 2011, la guerre, toujours avec des guillemets, a changé. Tout d'abord, la cellule intelligence économique a affirmé son statut en recourant aux mêmes stratagèmes. Présentation en amphi, recrutement, etc. Les commandants de la cellule peuvent être heureux du nombre de candidatures qu'ils ont reçues. L'association Empreinte a profité de sa première année d'existence pour aiguiser son équipement et a dressé son drapeau de projet interne à vocation artistique. 4 mercenaires sont venus rejoindre ces généraux. C'est près de 60 guerriers icomtéciens qui vibrent désormais sous les étendards des projets internes, prêts à en découdre, dans la joie et la bonne humeur. Photo commune et rendez-vous autour d'un verre pour preuve. La guerre a changé et c'est une drôle de guerre qui se mène et j'en suis le premier avis. Mais n'oublions pas que, sur l'échiquier, se tiennent aussi une quinzaine de projets externes que nous ne manquerons pas de vous faire goûter, Lynn et moi. Alors on va passer Thibaut à l'info bouillante. C'est ça, tout ce qui est chaud là, tout ce qui sort du micro-ondes tout simplement. Ouais. Hein. Petite news qu'on aborde rapidement et dont on reparlera lors du podcast suivant. Le BIDUP, donc notre BDE, a fait ses élections aujourd'hui, donc nous y reviendrons prochainement pour présenter les membres du bureau. Moi je vais vous parler de la refonte du Toucom et de ce qui change par rapport à l'ancienne maquette. Donc si vous êtes actuellement étudiant à l'Icomtech, vous avez pu le remarquer, en tout cas si vous êtes un ancien. Par contre, si vous n'êtes plus dans les locaux, difficile de vous faire un avis. Toutefois, ça pose des questions. Pourquoi ? Quels sont les changements aussi ? Donc pour répondre à la question du pourquoi, il faut savoir que certaines rubriques étaient peu lues, voire pas du tout. Le Toucom en lui-même manquait de dynamisme. Donc pour répondre à cela, il y a eu un changement global dans les mises en page, et j'y reviendrai. Il y a eu aussi l'ajout d'une nouvelle rubrique, qui est la météo des promos, qui aborde l'humeur du mois pour chacune des 4 promos abordées. Par 4 promos, j'entends les L3, les M1, tous réunis puisqu'ils ont 80% de cours en commun, et chacun de leur côté, le M2, stratégie management de la communication, et le M2, intelligence économique, communication stratégique. Concernant la mise en page, donc le côté graphisme, donc le pôle image a souhaité revenir vraiment et insister sur le thème People qui était la base du Toucom. Et ce, dès le haut de page, on peut le remarquer avec les corps de stars qui sont surmontés de têtes de personnalités de l'Icomtech. On retrouve d'ailleurs le code couleur qui l'accompagne, un code couleur très People, à savoir rose, jaune, bleu. Et on pourra remarquer un petit jeu de profondeur avec la disposition des rubriques, ce qui donne quelque chose de beaucoup moins plat, beaucoup moins terne. On vous invite d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, par rapport à cette nouvelle maquette, si la question vous intéresse.
Ensuite, Lynn, j'ai cru comprendre qu'une conférence s'annonçait. Eh bien oui, notre institut organise une conférence sur la création d'entreprise demain, jeudi 20 octobre, à 14 h dans les amphis. Cette rencontre sera l'occasion d'échanger avec Cécilia Rochefort, journaliste au Petit Économiste et auteur du guide sur la création d'entreprise. Cette conférence ouverte à tous s'inscrit dans le cadre des PEP. Voilà, et donc avant d'aborder notre premier reportage sur le week-end d'intégration, j'aimerais vous parler quand même des mésaventures de Minus, la nouvelle mascotte du service de communication. Donc si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un petit poisson rouge dans son bocal rectangulaire à couvercle rouge qui est arrivé d'on ne sait où. Grosse surprise pour les chargés de communication Charlotte et Julie. Et mésaventure, je disais, car une dizaine de jours avant le week-end d'intégration, il a été kidnappé par un mystérieux BL, en tout cas c'est comme ça qu'il signe ses messages. Et sa demande de rançon était tout simplement, il exigeait tout simplement de Charlotte et Julie qu'elles s'amusent au week-end d'intégration. Apparemment, la rançon a été délivrée puisque le lendemain du week-end, Minus était de retour dans les bureaux, sauf qu'on ne sait toujours pas qui est ce mystérieux PL. Et donc week-end d'intégration toujours avec le reportage qui va suivre. Donc un week-end d'intégration qui était placé sous le signe de... Comme Dead, l'enquête, voilà, tout voilà, ça. c'est ça, une sorte de Cluedo géant, mais on va laisser le Bidup expliquer ça pour nous, et on se retrouve juste après pour les infos pressées. À tout de suite. Micro-ondes. Reportage. Depuis une poignée d'années, aux alentours de début octobre, les étudiants de l'Icomtech, anciens comme nouveaux, participent à une journée, voire un week-end d'intégration. L'objectif de ce troisième WEI, comme on dit dans le jargon, est d'aider les Icomtéciens à apprendre à se connaître par le biais d'activités et de moments conviviaux. Cette année, le WEI s'est déroulé les samedis 8 et dimanche 9 octobre au domaine du Normandou dans le Chauvinois. S'inspirant du Cluedo et des romans policiers, il offrait l'occasion aux étudiants de mener une enquête trépidante sur l'énigme d'un meurtre horrible. C'était l'Icomdead. Nous avons rencontré l'équipe qui était en charge de l'événement, et nous commencerons par Thomas Goubert, M2SMC et président du Bidup. Dis-moi Thomas, qu'est-ce que le Bidup ? Alors le Bidup, c'est la contraction de IUP et BDE, parce que c'est une association loi 1901 créée par les étudiants à l'époque de l'IUP qui était au lycée pilote innovant, d'où la contraction Bidup. C'est donc le BDE des étudiants. Et cette association est là pour dynamiser la vie étudiante à l'Icomtech, fédérer les étudiants et proposer des événements pour que tous les étudiants puissent se connaître et passer leur année en tout cas dans de bonnes conditions. Pardon. Donc à part le week-end d'intégration qui est le sujet de ce reportage, quels sont les événements organisés par le Bidup au cours de l'année ? Alors il y a divers événements qui sont organisés par le Bidup et de différentes sortes. Alors tout d'abord, on pourrait parler des petits déjeuners et des goûters qui sont organisés, on va dire deux fois par mois pour permettre aux étudiants de se rencontrer lors des projets professionnels par exemple et marquer une pause dans la journée. Il y a aussi diverses soirées, on peut le dire, parce que finalement c'est une association qui est là aussi pour proposer des soirées aux étudiants. Et puis il y a des événements qui sont d'une plus grande ampleur, comme la tombola, pour que les étudiants puissent avoir des lots, tout en achetant des tickets, parce que le Bidup se dirige vers des partenaires pour avoir justement ces lots. On pourrait parler encore des soirées Wii ou des soirées cinéma que le Bidup a proposé cette année et les années précédentes. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi personnellement, pour prendre le poste de président, donc pour la saison 2010-2011 et là pour ce début d'année 2011-2012 ? Alors, j'ai déjà pu être président d'une association étudiante lors de mes précédentes formations. Et ce qui m'a motivé cette année, déjà l'année dernière j'étais aussi au sein de l'association et moi mes motivations sont très simples en fait, c'est vraiment de pouvoir avoir l'opportunité en fait finalement de marquer une empreinte et de pouvoir donner ma vision des choses sur l'association étudiante de l'Icomtech et donc du Bidup et apporter vraiment ce dynamisme, en tout cas tant bien que mal j'ai essayé de le faire. Lucie Goupil, membre active de l'association et M1IE, nous dévoile la préparation du week-end d'intégration. Déjà, faut savoir que pour préparer un week-end comme ça se fait beaucoup en amont. Donc nous, en ce qui nous concerne, pour cette année, on avait voulu changer de lieu par rapport au week-end d'intégration de l'année dernière. Et donc on a commencé à s'y prendre aux environs du mois de mai pour la recherche du lieu, recherche du thème.
Donc on a tous fait ça pendant nos stages, chacun faisait ses recherches, on mettait en commun et on choisissait ensemble les décisions qu'on prenait quant au week-end d'intégration. Donc on s'était réparti les tâches entre les 7 membres du BIDUP qui participaient à l'organisation de ce week-end d'intégration. Et donc en fait depuis la rentrée à l'Icomtech, on s'est réunis très régulièrement pour mettre au point tous les détails de l'organisation. Le jour même, on s'était bien réparti les tâches, donc chacun des membres du BIDUP était dans son rôle de personnage qui rentrait dans l'intrigue de l'Icomdead. Et donc les différentes activités se sont enchaînées, donc chacun de nous était référent d'une équipe d'Icomtessiens, d'une activité également. Donc tout ça s'est fini vers 17h, donc ensuite tous les étudiants ont eu un peu de temps libre, ils ont pu profiter du spa, de la piscine. Et donc là, c'est suivi la soirée qui a beaucoup plu à tout le monde, qui s'est très bien déroulée sans aucun problème. Et le lendemain, brunch collectif avec tous les Icomtessiens. Donc là, pas énormément d'organisation. Fallait juste prévoir suffisamment de nourriture et de boissons pour tout le monde. Et voilà, le week-end s'est terminé tranquillement dans la bonne humeur. Comme l'a sous-entendu Lucie, chaque membre avait son personnage. Il y avait 6 suspects et une enquêtrice principale, Maëlys Vivien, actuellement en M1 SMC et trésorière du BIDUP. Elle va s'empresser de nous détailler l'intrigue du Way. À la base, tous les Icomtessiens étaient invités à la garden party, organisée par Monsieur Bidup, donc dans son manoir. Mais il s'est avéré que Monsieur Bidup est mort. Et du coup, moi, en tant qu'inspecteur, j'ai demandé à tous les Icomtessiens de venir m'aider à enquêter sur le lieu de la garden party, et tout cela s'est transformé en Icomted. Avant qu'ils n'aient découvert le poteau rose de cette fameuse énigme, demandons à certains étudiants leurs premières impressions. Coralie, le mystère n'a pas encore été dévoilé, mais qu'est-ce que tu penses déjà de ce week-end d'intégration, toi qui es nouvelle ? Eh bien, je suis agréablement étonnée parce que je n'en avais jamais fait avant. Avant, c'était toujours des soirées d'intégration, donc pour moi, c'est une grande première grâce à l'Icomtech. Et le concept d'une sorte de Cluedo, j'ai trouvé ça vraiment très très attractif. Ça nous a tous bien intéressés, je pense. Bon Mathieu, toi qui es ancien en M2IE, même si le mystère n'a pas encore été résolu, qu'est-ce que tu penses déjà de ce week-end d'intégration ? Excellent, le cadre est magnifique. Les services sont incroyables, encore un niveau au-dessus par rapport aux années précédentes. Voilà, donc bravo Bidup encore. Posons la même question côté BIDUP, avec le témoignage de Thomas Guénifé, M1IE, interprète du docteur Daddy. Donc Thomas, le mystère n'est pas encore révélé, et quelles sont déjà tes premières impressions sur ce week-end d'intégration ? Eh ben, je trouve que ça se passe plutôt pas mal, les gens ont l'air vraiment contents, ils ont vraiment joué le jeu, et ça nous a fait vraiment plaisir, parce que, du coup, le BIDUP, on a organisé ça pour les étudiants, et donc, du coup, qui joue le jeu, c'est bien. Franchement, je pensais pas qu'ils arriveraient à trouver autant de mystères dans l'enquête, et franchement, je leur tire mon chapeau pour ça. Et jusqu'ici, quelle est l'activité qui a le plus plu aux étudiants ? C'est difficile à dire parce que vraiment beaucoup d'activités ont vraiment plu aux étudiants. J'hésite entre la chasse aux ballons parce que les gens devaient s'éclater des ballons qu'ils avaient accrochés aux cuisses, et ça se finissait plus en combat de sumo qu'autre chose, et ça fait rigoler vraiment tout le monde. Ou même les jeux un peu plus de réflexion comme la cible où fallait trouver des mots qui concept pas une lettre ou ce genre de choses, parce que du coup on fait fonctionner nos ménages par équipe, et ça c'était vraiment fun. Avant de conclure ce reportage, nous avons décidé d'aller à la prison de Poitiers pour interroger le responsable de la mort d'Alfred Bidup, à savoir sa fille Mallory. Alors Mallory, pourquoi ai-je tué mon père ? Tout simplement parce que je suis tombée sur un document montrant qu'il voulait m'enlever de son testament. Et pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais aussi par amour, puisqu'il ne me laissait pas vivre mon amour en grand jour. Mais votre amour avec qui ? Avec le docteur Daddy, qui est aussi le docteur de mon père. D'accord. Tout s'explique. Maintenant, nous allons poser la question à Mallory Baluto, membre du BIDUP, de nous donner ses impressions sur le week-end d'intégration et puis par extension, les impressions du BIDUP. Alors tout d'abord, pour moi, comme pour tous les membres du BIDUP, c'était vraiment un super week-end. On s'est amusé à l'organiser. On s'est amusé au moment du week-end à tous vous faire jouer, etc. C'était vraiment des super moments dans un super cadre. Donc voilà, que de bons souvenirs. Et maintenant que l'événement est derrière nous, qu'en ont pensé les étudiants de l'Icomtech ? Eh bien, j'ai été très agréablement surprise par l'organisation, donc tout était très carré.
que ce soit du covoiturage jusqu'après l'organisation sur place, on a tout été pris en charge. Les activités étaient géniales, on s'est vraiment bien amusé, on a appris plein de choses. Puis la soirée était superbe, on a très bien mangé, c'est bien dépensé et voilà. Donc vraiment un super week-end, très bonne organisation, vraiment une très belle ambiance, c'était bon enfant. J'ai trouvé ça super bien organisé, les activités notamment, les équipes, la constitution des équipes, ça a permis vraiment de rapprocher les gens, de faire des connaissances et voilà, de bien rigoler tous ensemble. Alors moi j'ai une seule chose à dire, c'est Black Cops! Vous l'aurez compris avec cette dernière intervention, ce cri de guerre, que c'est l'équipe noire qui a remporté l'Icom Dead. L'équipe de Micro-ondes remercie le Bidub pour sa participation à ce reportage, ainsi que pour cet inoubliable week-end. Nous remercierons également Angèle Zinsner et Mathilde Loriou de L3, Gaël Guillon de SMC1, Coralie Bernard de IE1, Mathieu Préau de IE2 et Grégory Feldel de SMC2. J'ajouterai un merci personnel aux généreux icomtéciens qui ont partagé spontanément et en nombre leur pique-nique avec votre serviteur tête en l'air. Retour à l'info sur Micro-ondes. Avant de parler actualité, communication et intelligence économique, une première pause musicale. Il s'agit de Dropping Out of School du groupe Brad Sucks, tiré de leur album Out of It.
scène sur Micro-ondes. Et tout de suite, Lynn va aborder ses infos pressées, sa revue de presse communication IE, en commençant par son thème de prédilection, elle qui vient du Master Intelligence économique, et une affaire qui concerne l'AFP. Alors effectivement, l'agence France Presse se dote d'une nouvelle plateforme de recherche multimédia, Exalid Cloud.io. Leurs journalistes utiliseront donc désormais ce moteur de recherche français pour accéder à l'ensemble de la production multimédia de l'agence. Texte, photographie, vidéo et infographie. L'AFP explique sa sélection en raison de la capacité d'Exalid à effectuer des recherches sur un grand nombre de langues. Nous noterons que le choix d'un éditeur de logiciels français démontre que, malgré les dires, les Français aussi ont su s'imposer dans le secteur des TIC. Les entreprises françaises se tournent donc vers leurs pairs. Peut-être que les particuliers vont-ils aussi rejoindre leur rang au détriment de Google. C'est tout ce qu'on souhaite. Donc si j'ai bien compris, c'est une utilisation d'Exalid en interne. Voilà, tout à fait. Très bien. Par contre, là, c'est un peu plus externe et ça concerne la direction de l'information légale et administrative, qu'on appelle aussi DILA. Donc cette dernière a mis à disposition des internautes près de 7800 rapports consacrés à l'action publique. Ces rapports sont librement téléchargeables sur le portail de la bibliothèque des rapports publics. Un service de veille a également été mis en place avec une lettre d'information bimensuelle et surtout une série de flux RSS thématiques. De nombreux sujets sont abordés et peuvent répondre à des questionnements personnels ou professionnels. L'équipe de Micro-ondes a téléchargé le rapport du groupe de travail sur la mission, soirée étudiante et week-end d'intégration. Cependant, aucune mention des événements du BIUP. Et c'est bien dommage. Ensuite, un homme politique s'est intéressé aux matinées de l'intelligence économique. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Éric Besson propose une conclusion sur le site de Facebook. Parmi les informations utiles, on trouve notamment la création d'un label, Intelligence économique des pôles, dont les critères seront repris dans les nouveaux contrats de performance des pôles de compétitivité. Seront observés notamment la mise en place des formations à l'IE ou le renforcement de la sécurité de leur système d'information. Sur le blog des Échos, Alain Juillet reste sceptique et critique le fait que la politique française en matière d'intelligence économique est plus défensive qu'offensive. Donc on rappellera aussi que c'était la première édition des matinées de l'intelligence économique, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Maintenant, on va parler d'un sujet qui me concerne le plus, puisque je suis dans le Master Stratégie Management de la communication, c'est la communication. Et là, ça concerne l'alcool et jeunesse. Effectivement, Stratégie nous dévoile que les producteurs de boissons alcoolisées, tels que Pernod Ricard et Bacardi, réunis au sein de Lobby, ont fait entrer en vigueur le 30 septembre un code de conduite de la publicité pour l'alcool sur Internet dans l'Union européenne et aux États-Unis. Ils s'engagent à n'être présents que sur des sites où au moins 71,6% des visiteurs sont en âge de consommer de l'alcool, ce qui inclut bien entendu Twitter, Facebook et YouTube. Et certainement pas un site comme tfou.fr. Exactement. Et selon moi, il souffle un vent d'hypocrisie sur ce fameux code de bonne conduite. Après le vin, la presse, après tout on peut lire son journal en sirotant un bon Bordeaux, et donc un changement de format pour le Progrès. Là, on n'est pas dans le Bordeaux, on est plutôt dans le Côte-du-Rhône, puisqu'effectivement le quotidien lyonnais Le Progrès a changé de format au début du mois. Très proche du tabloïd, la nouvelle maquette divise le journal en plusieurs cahiers. Cette information, anecdotique, rappelle que le monde de la presse est en pleine mutation, et que chacun opère une stratégie différente pour conserver son lectorat. Dans ce cas, le directeur, Pierre Fano, souligne qu'il s'agit d'un vrai challenge, quand on sait que la tradition du grand format est très ancrée dans les zones rurales. Je crois que pour le sujet suivant, on va rester aussi sur le domaine de la presse, n'est-ce pas? Oui, Thibaut, puisque la direction de Renault du Midi a annoncé la suppression de 158 postes, dont 21,5 chez Centre Presse. La direction s'engage à ce que cela ne nuise aucunement à la qualité du journal. On en doute un peu. Eh ben, on verra ça sur pièce, on jugera ça sur pièce, pardon. Maintenant, ce qu'on va juger, c'est notre aptitude à pouvoir cuisiner, ni plus ni moins que notre propre directeur d'institut, à savoir Monsieur Marcon. Donc c'est notre premier plat du jour, on espère que vous le trouverez aussi savoureux que nous. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, pour notre premier plat du jour, pour le premier numéro de Micro-ondes, nous recevons donc Monsieur Christian Marcon, le directeur de Micomtech. Et je vais tout de suite commencer par une question qui va vous prendre de court, Monsieur Marcon. Comment allez-vous? Très bien, très bien. La rentrée est chargée, on a beaucoup travaillé, mais ça va bien. La fatigue arrive, on sera content de s'arrêter quelques jours, mais ça va bien. Eh ben, c'est parfait. Alors, on va venir quand même aux questions, aux vraies questions. On aimerait savoir, à un peu plus d'un mois après la rentrée, comment sentez-vous l'Icomtech en ce début d'année? Très actif. Très actif, c'était un peu un challenge parce que quand on recrute des étudiants, à chaque fois on se demande ce que ça va donner à l'arrivée, est-ce qu'on s'est trompé dans l'accrochement, est-ce qu'eux seront contents ou pas, on attend est-ce qu'il y aura des projets ou pas, et là j'ai l'impression que tout le monde est sur le pont, ça bouge, les projets sont partis, le projet de Servicecom est en route, la junior est en route, donc je pense que ça bouge bien. L'effectif est complet en termes d'étudiants, l'effectif est complet en termes d'enseignants, on a des bonnes perspectives sur un certain nombre de choses, donc je trouve que ça se passe très bien pour l'instant, pourvu que ça dure.
Ben, c'est ce qu'on souhaite. Donc, quel regard portez-vous sur ce nouveau projet qui est Micro-ondes? Pour l'instant, c'est un regard de curiosité. Le projet a été proposé. Comme d'habitude, il faut me convaincre. Vous avez réussi à me convaincre là-dessus. Maintenant, je suis curieux de voir le résultat, de voir non seulement techniquement le résultat, mais l'accueil que ça aura auprès des auditeurs. En même temps, c'est certainement une bonne façon de faire passer des informations qu'on n'a pas d'autres moyens de faire passer. C'est plus vivant, a priori. C'est un bon entraînement, c'est un bon exercice. Puis quand on a la chance d'avoir des gens qui ont un petit peu d'expérience pour lancer le projet, c'est toujours mieux. Alors maintenant, on va parler un petit peu de votre curriculum vitae, sur un aspect de l'histoire de Monsieur Marcon qu'on connaît pas forcément tous, que ce soit peut-être les étudiants ou vos collègues enseignants, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours dans l'éducation nationale? J'ai commencé à enseigner dans un collège à Parthenay sur un remplacement. Beaucoup de gens commencent par des remplacements, donc on prend ce qui vient et on prend les cours qui arrivent. Donc j'ai su un lundi qu'il y avait un poste à prendre dans un collège. Le mercredi, je donnais ma démission de mon travail. Le jeudi, j'allais voir le collège et le lundi d'après, je commençais. Donc ça a été vite fait. Pour enseigner des choses qui étaient totalement mes spécialités, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive. Personne ne m'a jamais vu faire du sport ici dans cet institut. Les travaux manuels, ce qui m'a valu d'expliquer à des gamins de 6e comment on faisait par exemple des œufs à la neige, en leur expliquant qu'il fallait pas mélanger le blanc et le jaune. Ça m'a donné l'occasion de leur apprendre à travailler à la machine à coudre, c'était absolument passionnant. Et puis de fil en aiguille, ça a permis surtout d'arriver sur un enseignement dans un lycée, lequel lycée m'a permis d'enseigner cette fois-ci des matières qui étaient plus dans mes cordes, l'économie, la gestion, le marketing, puisque j'ai une formation marketing. Et puis j'étais tranquillement au lycée quand on est venu me chercher en disant tu veux pas enseigner à l'université, évidemment, c'est une proposition qui est très intéressante. Et là j'ai quitté l'éducation nationale pour rentrer à l'université, ce qui est un autre univers. Merci pour cette réponse. Donc vous êtes titulaire de l'agrégation, mais dans quelle matière? Économie et gestion. En lycée, les agrégations peuvent avoir une double orientation, et celle-ci elle est économie et gestion. Ça suppose d'avoir à la fois un assez haut niveau en économie et un assez haut niveau en gestion. Alors à la base de ça, il y avait le fait que j'avais fait une formation en économie sur les 2 premières années, qui était un doc d'économie, enchaîné sur une maîtrise en gestion, donc de fait j'avais un background sur les deux, puis après c'est du travail, pas d'autre secret, c'est du travail. Comme j'enseignais aussi ces matières-là au lycée, on ne déconnecte pas et après on investit un peu plus le terrain, bien sûr. C'est une chaude expérience puisque grosso modo on se retrouve avec des épreuves qui durent 5 ou 6 heures, et à certains moments avec des épreuves orales où on a des jurys de 6 à 8 personnes en face. Là, c'est un petit peu vivant, on va dire. Surtout que chacun a sa spécialité et chacun vous cherche et vous questionne sur sa spécialité. Vous êtes forcément moins à l'aise sur sa spécialité. Donc, c'est un exercice de style intéressant. Donc merci pour ce regard sur votre passé dans l'enseignement. On sait aussi que vous êtes un chercheur en plus d'être enseignant. De toute façon, vous avez le titre, le statut d'enseignant-chercheur. Tout à fait. On sait aussi que les réseaux sont votre sujet de prédilection. Où en est votre vision du sujet actuellement? Alors là, il me faut 2 heures sur une question comme celle-ci. Inévitablement, il faut 2 heures. Ce que j'observe, c'est que on est parti d'une situation au tout début des années 2000 où finalement on avait les sociologues qui avaient planché sur le sujet avec des articles très spécialisés, on avait les économistes qui avaient des articles très spécialisés, et le grand public n'était pas tellement en France dans ce sujet-là. On ne parlait pas de réseau. Sauf à dire quels sont les bons réseaux pour réussir. Une tarte à la crème éditoriale, tous les ans on a ça dans tous les magazines. Et puis on a commencé à plancher sur le sujet avec Nicolas Monet, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on s'est retrouvé à être à 2 à aborder le même sujet avec 2 regards différents et qui se rejoignaient. Et on a produit un premier ouvrage à ce moment-là qui s'appelait La stratégie réseau, qui était vendu uniquement sur Internet, donc pas trouvé en librairie, et qui s'est vendu par bouche à oreille à 500 exemplaires en très peu de temps. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de travail auprès des entreprises sur la notion même de stratégie réseau. Et ça restait assez confidentiel, c'est-à-dire que les entreprises commençaient à être sensibilisées. La preuve en est qu'on a été sollicité pour des tas et des tas de conférences. Et puis au fil des années, il s'est passé une chose qui est l'arrivée d'Internet. Et du coup, le terme même réseau est devenu complètement dans le langage courant, avec les réseaux sociaux, etc. Donc le regard global des gens a changé sur ça. Avec un peu de confusion, on confond le fait d'être sur Facebook et le fait de mener une stratégie réseau, ce qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, on a profondément évolué avec une grande popularité du sujet, une multiplication des ouvrages, très souvent redondants d'ailleurs, qui se reprennent les uns les autres sur le sujet, des attentes toujours fortes des entreprises, beaucoup d'illusions sur le fait que le réseau va résoudre tous les problèmes du monde, une tarte à la crème du moment, et en même temps la conviction que, en termes de recherche, on a encore beaucoup de choses à trouver.
On a beaucoup de choses à trouver, en particulier pour prendre l'exemple de l'intelligence économique, c'est un aspect que j'ai particulièrement travaillé. On affirme souvent que le réseau est essentiel, et on s'arrête là en disant, une fois qu'on l'a dit, c'est donc que c'est vrai. Et ça manque un peu de recherche. Donc moi j'ai travaillé là-dessus, et je suis en train de terminer un appel à communication pour une revue d'intelligence économique, pour qu'on ait précisément un numéro spécial là-dessus. Qu'est-ce que les chercheurs en intelligence économique peuvent dire sur les réseaux? Donc c'est un regard qui a pas mal changé, avec une illusion terrible, qui est que le réseau est la solution de tous les problèmes et qu'il suffit d'être en réseau pour que ça marche. Ça, c'est totalement faux. Je suis désolé de dire que c'est totalement faux. Donc c'est un sujet qui est à peine débroussaillé, si je comprends. Il est débroussaillé, mais il y a encore des tas de choses à faire. Il y a encore des stratégies d'entreprise à étudier, il y a encore énormément de questions qui passionnent les gens en général, des questions d'épistémologie, une grande chose qui fait fuir tout le monde, mais des questions sur, scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut vraiment affirmer. Au-delà de l'écume des médias, où on fait du Facebook, du vidéo, où on essaie d'être présent partout, et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer réellement là-dessus? Les gens sont absolument persuadés qu'il suffit d'être dans un réseau pour que ça marche. Et on a du mal à leur expliquer que c'est plus complexe que ça, que c'est une affaire à la fois très personnelle, de façon d'être, et à la fois une affaire de méthode, et donc d'investissement. D'ailleurs là-dessus, assez souvent, les femmes sont plutôt meilleures que les hommes parce qu'elles mettent un petit peu plus de méthode dans leur démarche. Donc sur quel thème orientez-vous actuellement vos recherches? Est-ce qu'on est toujours dans le réseau? Est-ce qu'on part sur d'autres voies? Alors, actuellement, j'ai trois orientations. Je continue à travailler sur la question intelligence économique sous l'angle de la contribution des réseaux à l'intelligence économique. Parce que je suis intimement convaincu qu'on n'a pas assez exploré le sujet, qu'il y a encore des tas de choses à faire. Le deuxième angle, c'est la stratégie réseau en général. Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui change dans les pratiques? Qu'est-ce qui change dans les stratégies? Est-ce qu'on s'imprègne d'anglo-saxons ou pas? On découvre par exemple que les Chinois ont une façon, en France, on découvre que les Chinois ont une façon très différente avec le Guanxi de faire de la stratégie réseau. Donc la part d'autonomie, et quand on dit en cours, garder un minimum d'autonomie pour pas vous laisser piéger par le réseau, emprisonner par le réseau, dans une logique chinoise, autonomie, ça n'a aucun sens. On y est, on n'en sort pas, donc il y a des choses à voir là. Et puis il y a une orientation nouvelle qui vient un peu en fonction des multiples demandes qui arrivent vers moi, qui est d'explorer de nouvelles questions, et notamment, là pour le coup, avec ce que les médias sociaux apportent. Camille Allouin a engagé un doctorat là-dessus, j'ai commencé à publier des choses là-dessus, je vois arriver en ce moment 3 demandes pour des accompagnements de doctorat sur des sujets qui sont très divers. Donc du coup, le chercheur qui a un background scientifique et qui a des axes de prédilection, à un moment donné, est en train de se dire, je vais peut-être devoir aussi m'orienter vers autre chose, d'abord pour ne pas tourner en rond, parce que ça c'est détestable de brasser toujours les mêmes notions pendant un certain temps, mais m'orienter vers des choses qui recréent de la dynamique de recherche. Très compliqué parce que dans les étapes de la vie d'un chercheur, vous avez le moment où il fait son doctorat, alors ça c'est un moment d'ébullition intellectuelle extraordinaire, il n'y a pas de moment plus dynamique que ça, enfin pour moi intellectuellement en tout cas. Après il y a le moment où il rentre dans son métier, et puis quand ça fait 20 ans qu'il fait de la recherche, il est à un moment où il a quand même largement dégrossi le sujet. Et donc soit il continue à tourner sur son sujet et risque de s'ennuyer, c'est pas bon pour lui ni pour personne, soit il cherche de nouvelles pistes d'intérêt, et en particulier c'est le moment où il doit aussi former la génération qui suivra. Et donc je suis à ce moment un petit peu charnière. Là. Alors maintenant on va aborder les questions un petit peu plus... légères. Un peu plus légères, oui. Enfin, l'autre Monsieur Marcon, on va dire. Alors avec un petit clin d'œil de la part d'un de nos anciens camarades, donc Maël Lebrun, diplômé de master stratégie et management de la communication, qui vous demande tout simplement combien avez-vous de cravates, Monsieur Marcon? Oh là, pourquoi? Il trouve que j'en ai pas mis suffisamment, ou que j'ai toujours mis les mêmes? C'est peut-être ça d'ailleurs le problème. Non, combien j'ai de cravates? Je dois tourner sur 4 ou 5 actuellement, après en avoir mis au rebut une bonne demi-douzaine qui ne sont plus portables. Alors, on m'a beaucoup taquiné sur ma cravate jaune, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup mise, et puis quelques autres. Et puis j'ai surtout une cravate qui m'a été offerte par des anciens étudiants sur le départ, qui ont donc jugé qu'ils en avaient soupé de me voir avec certaines cravates, qu'il fallait absolument que je change ma garde-robe. Donc je le fais un petit peu. L'appel est lancé, si d'autres veulent m'offrir de très belles cravates, ça sera avec plaisir que je les porterai. Sauf une certaine cravate que j'ai vue sur un de mes collègues, qui est un énorme Donald dans le gros plan, ça je ne mettrai pas le Donald dans le gros plan. Bon, on prendra le Mickey alors. Un Mickey, peut-être. Sinon on a pu lire récemment sur le site infoeco.fr, donc dans une interview que vous leur avez accordée, que vous êtes dans une période très bande dessinée et science-fiction. Et du coup, on se demandait quels titres ont retenu votre attention récemment. J'ai découvert beaucoup de bandes dessinées que je ne connaissais pas,
Et je me suis en particulier intéressé à une série, en 2 ou 3 volumes, je crois, qui s'appelle Le Grand Pouvoir du Schninkel. Je sais pas si vous connaissez ça. Celle-là, non. Qui est donc, j'ai donc réussi à vous coller là-dessus, qui est une histoire absolument adorable, qui mélange des mythes chrétiens et d'autres mythes sur la création du monde et sur les peuples d'avant notre histoire à nous, avec un petit personnage qui est réputé avoir un pouvoir. L'a-t-il, ne l'a-t-il pas? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que c'est entièrement imaginé? Est-ce qu'on nous explique que c'est finalement une histoire d'avant notre histoire commune? C'est très bien dessiné, c'est très attachant et il y a, je crois, un fond philosophique qui est intéressant. Puis dans un style un peu différent, une série en 6 volumes à ce jour qui s'appelle Le Messager, qui est une histoire que vous ne connaissez pas non plus. Non, on ne connaît pas non plus. Vous avez dit 6 volumes, j'ai pensé à autre chose qui aurait pu vous intéresser. Donc le Messager étant l'histoire d'un ancien agent des services secrets qui a par erreur tué un gamin en défendant le président des États-Unis, qui est devenu prêtre et qui se retrouve embarqué dans des aventures compliquées de sombres complots. Et c'est assez bien mené, les personnages sont très intéressants. En plus, il y a tout ce qu'on peut souhaiter de suspense et d'histoires entremêlées avec du religion, de l'espionnage. En plus, très bien fait. Très bien fait. Avec un beau dessin, en plus. Voilà. Et donc, Lynn, la dernière question. On va conclure sur une question qui veut tout dire et un peu rien. Donc, vous êtes directeur d'un institut, récemment titulaire d'une habilitation à diriger des recherches et musicien incontesté. Que peut-on encore vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'avoir de temps en temps le temps de dormir. Ce serait bien ça aussi. Ouais, d'avoir un petit peu de temps. Et puis, j'aimerais bien aussi réussir ce point qui est de bien faire progresser mes doctorants vers quelque chose que je trouve passionnant, mais c'est un vrai point d'interrogation aujourd'hui. C'est une chose de faire des cours, c'est une chose de faire de la recherche, c'en est une autre que d'accompagner des gens sur quelque chose qui est très impliquant personnellement et qui peut entraîner une vraie conséquence en termes de choix de vie derrière. Et ça, j'aimerais bien le réussir. Et pour l'instant, je suis encore un petit peu en phase de rodage. Même si j'ai déjà un doctorat soutenu, même si j'en ai 2 qui sont bien avancés, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, ça. Ce genre de choses. Bien, on vous souhaite bonne chance et bon courage sur ce nouvel aspect-là. Merci. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu du micro, donc, pour ce premier plat du jour. Rendez-vous en tant qu'auditeur pour le prochain. Maintenant que vous savez tout du directeur de l'Icomtech, une nouvelle pause musicale intitulée We Can Work It Out. Ce trip électro-clubbing a été réalisé par DJ Buffa et Diamoin, et les plus attentifs reconnaîtront peut-être Mehdi Boucharbia de M2SMC. Listen to me, girl. You know you wanna have fun when the beat goes on. Let's have a drink, babe, so we can talk about us. There is nothing wrong. We can work it out. 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 Thinking about you, we party like we never did till we figure this out. Just keep on dancing, music is so severe, we want to feel alive. We can work it out, we can work it out, we can work it out. We can work it out, we can work it out, we can work it out.
Retour à l'antenne sur Micro-ondes. En espérant que cette pause musicale vous a ouvert l'appétit, on retourne à table avec le projet professionnel Empreinte, son équipe de 6 membres et leur projet artistique assez atypique dans le paysage de l'Icomtech. Micro-ondes. Reportage. Association, projet interne, les deux en réalité. Véritable ovni atypique dans le paysage des projets de l'année 2010-2011, Empreinte a su embellir les locaux et égayer à 2 reprises la Technopole grâce à ses expositions innovantes. Ayant acquis pour la saison 2011-2012 le statut définitif de projet interne, ils se sont pris au jeu, comme évoqué plus tôt, des présentations en amphi et des campagnes de recrutement. Pour ce premier numéro de Micro-ondes, nous nous sommes mis à table avec le groupe de cette année, mené par Pauline Vimon, M2SMC. Celle-ci va nous expliquer ce qu'est Empreinte. Alors Empreinte, donc c'est une association étudiante qui a pour but d'amener l'art sur la Technopole, de rendre accessible l'art contemporain aux étudiants de l'ANSMA, du SP2MI et bien sûr de l'Icomtech. On organise donc des expositions. Cette année, on va essayer de partir un peu plus sur le spectacle vivant. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce nom ? Alors Empreinte, pourquoi Empreinte Alors déjà c'est on veut laisser justement notre empreinte, donc l'expression laisser son empreinte quelque part. Donc nous on a envie que les gens se souviennent de ce que propose Empreinte sur la Technopole. Et pour l'anecdote aussi, l'empreinte c'est la première couche qu'on pose sur une toile de peinture. Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre le flambeau de président, donc c'est-à-dire être la seule membre du groupe de l'an dernier dans celui de cette année ? Moi, le domaine culturel, c'est vraiment mon projet professionnel. Je m'oriente dans ce domaine-là. Sachant que je suis en M2, c'est important de me spécialiser à côté des cours qui sont donnés à l'Icomtech. Donc là, Empreinte me permet d'acquérir des connaissances dans ce domaine et après de pouvoir trouver du travail, enrichir mon CV. Une des grandes questions que l'on peut se poser est pourquoi choisir Empreinte comme projet ? Nous avons commencé par Geoffrey Fleur d'Épine, M2SMC, déjà membre avant le début de l'année universitaire. Dis-moi Geoffrey, pourquoi un sportif comme toi a rejoint Empreinte ? Je pense que tout d'abord, fallait déjà quelqu'un pour porter les œuvres, donc c'est moi qui m'y colle. Mais plus sérieusement, parce que l'événementiel, je suis dedans depuis quelques années, l'événementiel sportif, mais l'événementiel culturel aussi, ça m'intéresse. Et j'étais déjà bénévole l'année dernière pour Empreinte, donc j'ai voulu concrétiser cette expérience en étant membre de l'association pour pouvoir promouvoir la culture sur la Technopole du Futuroscope. Tout juste arrivé à l'Icomtech, en L3, Alice Mesmin est la vice-présidente d'Empreinte pour cette année. On lui a demandé ce qui l'intéressait dans ce projet. L'aspect culturel m'a vivement motivé à intégrer Empreinte. Le fait aussi que ce soit une association qui soit créée depuis 1 an, ça peut être difficile de passer derrière les personnes qui ont fait naître cette association. Mais je me dis que la 2e année, c'est aussi une année très importante. Et donc du coup, il y a plein de challenges et de nouveaux projets à mettre en œuvre. Et je pense que c'est aussi une réelle motivation pour ce projet. Est-ce qu'être dans le bureau cette année était vraiment important pour toi ? Alors au début, quand je suis rentrée dans l'association, j'y avais vraiment pas pensé, puisque je me disais que le bureau en fait avait été fait et qu'il y aurait pas de place pour les nouveaux entrants, surtout pour les licences. Et quand Pauline Vimon, la présidente de l'association, a annoncé du coup qu'il y avait effectivement des places dans le bureau, là j'ai foncé et je me suis dit prends, puisque ça va être que du plus pour toi. Donc Hélène Delafont, tu es aussi en L3, donc tu es aussi membre du bureau d'Empreinte puisque tu es secrétaire. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le projet pour le rejoindre cette année ? Alors c'est un projet que j'avais déjà vu aux portes ouvertes et que j'avais déjà repéré, donc j'espérais d'abord être prise à l'Icomtech et en plus être prise à ce projet-là. Donc c'est un projet qui me tenait à cœur. Puisqu'il s'inscrit dans mon projet professionnel, j'aimerais me diriger vers le milieu culturel, donc ça me fait un premier pas dans ce milieu-là. Et puis le fait d'être membre du bureau, c'est pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé au début. Puisque je suis arrivée en L3, je ne savais pas si ça aurait pu être ouvert. Donc quand Pauline a proposé une place dans le bureau, j'ai tout de suite été intéressée. Je pense que ça me permet aussi de découvrir comment fonctionne une association plus en détail et d'avoir un pied vraiment dans l'association pour peut-être continuer l'année prochaine. Bénévole l'an dernier pour les différents vernissages, Fanny Torbeck, M1SMC, joue les guides pour vous, chers auditeurs.
On peut commencer la visite tout d'abord dans les escaliers avec les sculptures atypiques en carton d'Éric Stroh. Et il s'inspire du néo-tribal et réalise donc des structures, des masques, des robots, des créatures qui surprennent. Ensuite, un peu plus loin, sont présentées donc les œuvres de Marianne Briskman. On retrouve des toiles colorées qui évoquent le domestique, des objets du quotidien. Elle mélange des matières, elle fait des effets de transparence à l'aide de papier froissé, elle fait du collage. Le collectif Pictavart, quant à lui, nous fait découvrir la culture street art avec des graffitis qui cassent réellement les clichés de cet art. Et enfin, donc on retrouve les photos du Festival des Arts sans mêle. Donc c'est des photos qui ont été prises par des étudiants. Ce festival a eu lieu en février 2011. Je vous souhaite à tous une bonne exposition qui a lieu jusqu'au 2 décembre. Trésorière et elle aussi en M2 SMC, nous avons souhaité aborder avec Zoé Fertier quelques aspects plus terre-à-terre du projet. On s'est notamment posé la question des partenariats. Ont-ils conservé ceux de l'an dernier et quelles relations entretiennent-ils avec eux? Alors, on a conservé une partie des partenaires que l'on avait l'année dernière, mais tous n'ont pas reconduit le partenariat, et notamment notre imprimeur. Mais nous avons eu la chance, grâce à Alice notamment, de retrouver un imprimeur, Imprime 86 à Jaune-Éclan, qui nous a notamment aidé pour tous nos supports de communication pour notre première exposition éclectique. D'autre part, on a toujours un partenariat avec le Conseil Général, le SP2MI, le Crous également, et puis des demandes de subventions sont en cours, mais nous avons un grand espoir de garder en partenariat le Grand Poitiers et la Maison des étudiants. Et sinon, que doit-on attendre d'Empreinte dans les mois à venir? Alors beaucoup de choses, des choses intéressantes. Donc Empreinte se lance dans le spectacle vivant et dans le cinéma. Le prochain événement est une soirée court-métrage le 18 novembre à l'Icomtech en collaboration avec les Rencontres Henri Langlois qui est un festival international des écoles de cinéma. Et donc vous aurez très prochainement plus d'informations sur cette soirée. Et courant février, nous lancerons une soirée culturelle où se mélangeront art contemporain et spectacle vivant. Bien évidemment, l'équipe de Micro-ondes remercie l'association Empreinte d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Si j'ai bien compris, on fêtait votre premier anniversaire, on soufflait la première bougie début octobre. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon anniversaire. Merci. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Maintenant que vous savez tout d'Empreinte, de ses projets et de son exposition éclectique, Lynn va vous faire découvrir un peu de culture à emporter et à partager entre amis. Je suis en compagnie de Jonathan Atoum, pilote de la cellule IE et élève du Master 2 IE. Il a eu le courage, l'audace et la chance de voir les deux films La Guerre des Boutons et La Nouvelle Guerre des Boutons. Mais quel est son avis sur la question? Jonathan, pourquoi as-tu décidé de voir ces deux films? Alors tout d'abord, j'ai pas fait exprès finalement d'aller voir les deux films, j'avais pas dans l'idée d'aller voir les deux films. Mais il s'est avéré que j'avais beaucoup aimé le livre La Guerre des Boutons et j'ai donc voulu aller voir comment il l'avait réalisé pour l'année 2011. Et finalement, c'est en arrivant au cinéma que je me suis rendu compte qu'il y avait deux films différents sur le sujet. Donc après avoir vu le premier film, je me suis dit cette fois-ci, je vais peut-être quand même aller voir ce que l'autre auteur a fait aussi comme film. Et c'est pour ça que je suis allé voir les deux. Mais je comprends qu'il est assez difficile d'imaginer une personne aller voir deux fois un film sur le même sujet d'affilée à une semaine d'intervalle. C'est vrai que ça pose des questions, mais finalement, si vous allez voir les deux films, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. D'accord. Et donc finalement, donc ces deux films, deux histoires assez différentes, enfin un même fil conducteur, mais finalement, vu qu'il y a des différences, quelles sont-elles, Jonathan? On va partir sur le premier film, celui qui se nomme La Guerre des Boutons, réalisé par Yann Samuel. Donc celui-là, il reprend vraiment l'esprit classique de La Guerre des Boutons, mais il pose l'histoire dans la fin des années 50 sur fond de guerre d'Algérie. Et ce film reste vraiment très très enfantin, mais on pourrait regretter qu'il n'y ait finalement un peu moins de scènes cultes de la première guerre des boutons qui soient présentes dans ce film-là. Le deuxième film, La Nouvelle Guerre des Boutons, lui, il emmène quelque chose en plus. C'est vraiment le fond de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'occupation allemande et donc de l'exode des Juifs. Donc il y a cette petite histoire en plus qui vient derrière, et on retrouve finalement un peu plus de scènes cultes du premier Guerre des Boutons. Mais comparé aux autres films de la Guerre des Boutons, celui-là est un peu plus dramatique, un peu plus sombre quand même.
Rappelons-le, La Garde des Boutons, c'est une comédie, Jonathan. Oui, c'est une comédie, c'est vraiment des enfants qui jouent, hein, c'est les plus grands acteurs du film, ce sont les enfants. Donc certes, pour les deux films, il y a des grands noms qui sont présents. Pour La Guerre des Boutons, il y a Alain Chabat, Mathilde Seigné. Pour La Nouvelle Guerre des Boutons, il y a Kad Merad, il y a Guillaume Canet, Laetitia Casta, donc c'est quand même des super castings. Mais en fait, les acteurs principaux, ce sont les enfants. D'accord. Et donc finalement, maintenant que tu y repenses, s'il y a un film que je devais aller voir parce que je suis très fainéante, un seul, ce serait lequel? Bah, ça dépend ce que tu attends des films, parce que finalement, en ayant vu les deux, on s'est rendu compte avec les personnes qui m'ont accompagné que les deux films sont très différents. Ils prennent le même thème, mais finalement, ils sont pas identiques, ils sont vraiment uniques en leur genre. Donc le premier, La Guerre des Boutons, c'est un peu plus fun, un peu plus enfantin. Le second, il y a tout un drame de fond derrière qui te fait prendre conscience que les enfants entre eux peuvent être assez monstrueux et que tout ce que les adultes font découle peut-être aussi de l'enfance. Bah, merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces informations. Et puis, je te souhaite plein de culture. Eh bien, chers auditeurs, je vous invite à courir rapidement dans les salles de cinéma les plus proches, que vous soyez à Poitiers ou ailleurs. Et justement, quitte à être à Poitiers, Lynn, est-ce que tu peux nous dire ce qui se mijote à Poitiers pour les 2 semaines à venir? Alors, on ne me dira plus qu'à Poitiers, il n'y a rien à faire, parce que c'est pas vrai. On va commencer avec la LUDI, Ligue universitaire d'improvisation de Poitiers, qui fait sa rentrée. Cette association propose de sympathiques spectacles, matchs ou catch d'improvisation. Les prochaines dates des matchs, le 21 octobre et le 9 novembre, et pour le catch, le 17 novembre. Donc ces événements auront lieu à la MDE, donc des étudiants, qui est situé sur le campus, ou au plan B, situé en centre-ville. Certains événements sont payants, 5 € pour les étudiants, d'autres gratuits, alors n'hésitez pas, courez. S'il y a bien un domaine dans lequel on n'improvise pas, c'est bien le cinéma. Ah oui, alors là, le cinéma, ça dépote, puisque Cinésine, de la Hammer à Mad Movies. Écoutez, c'est le retour des vampires, des zombies et autres êtres étranges qui envahissent Poitiers. L'événement Cinésine, qui se déroule du 4 octobre au 26 novembre, propose l'exposition, rencontres, projections et spectacles. Ambiance décalée et litres de sang sont au rendez-vous. Il est temps de redécouvrir les vampires, le 2 novembre, au cinéma Le Tétriche, Twilight ayant déjà fait assez de mal comme ça. Il y en a pour tous les goûts, des films vieux et jeunes, des héros poilus et pointus. Le programme est disponible sur cinésine2011.blogspot.com. Et on revient au plan B pour une autre exposition. Ah oui, alors Les Chevaux du Vent, du 4 octobre au 29 novembre. Roulotte tirée par des chevaux, enfants jouant dans le vent, les photographies en noir et blanc d'Olivier Duyon nous plongent dans l'univers des descendants de Django. Si vous n'y allez pas pour l'expo, allez-y au moins pour l'ambiance, les concerts, les bières artisanales et les vins bio, à consommer avec modération, bien entendu. Et pour finir, on vous propose d'aller à la découverte de l'architecture finlandaise contemporaine. Et oui, jusqu'au 10 novembre, à la Maison de l'Architecture. Profitez d'une après-midi à flâner dans les rues de Poitiers et passez y faire un tour. En ce moment, architecture finlandaise à travers une trentaine de projets contemporains. C'est plus rapide qu'un Poitiers-Helsinki, mais ça marche aussi. 2 atouts, l'entrée est gratuite, et avec les maquettes, on se prend pour Gulliver, et rien que pour ça, on y fait un tour. Alors ça se passe où? Au centre-ville, un rue de la Tranchée. Merci beaucoup Lynn pour ces actualités, ces informations. J'espère que nos camarades étudiants sortiront bien, en profiteront bien, en feront bon usage. Et puis maintenant, du coup, c'est l'heure de remercier nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Puisque oui, hélas, c'est déjà la fin du premier podcast Micro-ondes. Donc merci à vous. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt. N'est-ce pas, Lynn? Eh bien oui, le 2 novembre, c'est ça? C'est ça, le 2 novembre, dans 2 semaines, après les vacances de la Toussaint. J'espère que vous serez bien frais et dispo pour écouter le 2e podcast Micro-ondes. On remercie aussi nos intervenants, dans l'ordre. Alors, l'équipe du Bidup, les personnes qu'on a interrogées lors du Y, Monsieur Marcon, le projet Empreinte et enfin Jonathan Atome. Voilà. Donc dans 2 semaines, un nouveau reportage culturel, un nouvel invité, on vous dit pas qui, on sera à table avec un autre projet professionnel, vous dit pas lequel, voilà. Beaucoup de mystères pour ce 2e numéro de Micro-ondes, y compris son mode de diffusion, mais on vous tiendra informé. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Lynn de m'avoir accompagné dans cette aventure. Merci à Thibaut. Allez, à très bientôt. Profitez bien de vos vacances. Ciao, ciao. C'était Micro-ondes, savourez l'info. À bientôt.